bonjour à tous. Merci de nous rejoindre en direct du Sénat pour la séance des questions d'actualité au gouvernement. Les seules questions d'actualité de cette session extraordinaire ici au Sénat. Et avant cette séance, Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Votre première réaction cet après-midi au rapport de la Cour des comptes et au déficit plus accru que prévu de la sécurité sociale, 14 milliards d'euros. Nous savons que le déficit de la sécurité sociale reste important, même si quelques progrès ont été réalisés. Pour nous, il s'agit évidemment d'un enjeu majeur. Et je le dis, l'objectif du rétablissement des comptes, de l'équilibre en 2017 est notre objectif. Mais contrairement au gouvernement précédent, il ne s'agit pas d'y arriver en faisant porter toute la pression sur les épaules des patients ou des assurés sociaux de façon plus large, mais il s'agit d'engager des réformes de fond qui vont permettre pour l'assurance maladie de mieux organiser notre système de soins et pour les retraites d'avoir un financement dans la durée. Alors quelles sont les pistes de réflexion du gouvernement justement pour atteindre ces objectifs? Nous allons commencer dès cette année à mettre en place des politiques de fond avec plusieurs axes, nous l'avons dit. Le premier, c'est évidemment celui de la diversification des ressources, parce que la sécurité sociale, elle a besoin d'être alimentée, d'avoir des recettes, et il n'y a aucune raison pour que ce soit uniquement des cotisations sur le travail qui contribuent. Nous voulons donc rétablir l'équité entre la contribution des revenus sur le capital et des revenus sur le travail. Deuxième orientation, il s'agit de mieux encadrer la consommation de médicaments. On sait que les Français restent, sinon les champions du monde, en tout cas dans le hit parade de ceux qui, dans les pays développés, prennent des médicaments. Voilà un axe de réforme. Puis troisième grande orientation, c'est l'amélioration du système de soins. Nous savons qu'il y a dans notre pays trop de gens qui vont aux urgences et qui restent parfois trop longtemps. Il y a là des sources importantes d'économie. Alors vous parliez des médicaments à l'instant. Il y a un livre qui fait beaucoup de bruit depuis 2 jours, c'est celui des professeurs Debré et Even. La moitié des médicaments qui sont commercialisés en France ne serviraient à rien. C'est quoi votre réaction, vous, aujourd'hui, à ce livre? C'est un livre qui est spectaculaire. Moi, je voudrais dire quand même que la plupart des médicaments ont une utilité. Ils permettent de soigner, ils permettent de guérir. Pour autant, il faut être attentif, d'abord à ne pas trop en consommer. On a tendance à trop en consommer. Et ensuite, à s'assurer que tous les médicaments qui sont sur le marché sont effectivement utiles, que leur service médical, comme on dit, que leur utilité médicale est concrète. Il y a pour cela une agence, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui s'assure de l'utilité médicale, encore une fois, des médicaments. Et moi, je fais confiance à cette agence. Notamment depuis l'affaire du Mediator, les Français doutent, vous le savez bien. Comment les rassurer? Non, attendez, l'affaire du Mediator n'a strictement rien à voir. Moi, je crois que, justement, il faut éviter les amalgames. Le Mediator, c'est pas les médicaments, c'est un laboratoire qui avait décidé de contourner les règles, de mentir sur les qualités ou sur les caractéristiques de son médicament pour faire de l'argent. Donc là, c'est quand même public est troublée, elle ne sait plus à qui elle doit faire confiance. Comment la rassurer? On ne peut pas mettre tous les médicaments ou toutes les démarches dans le même panier. Il y a une agence qui est chargée de vérifier la qualité des médicaments, l'utilité médicale, le niveau de remboursement. C'est en fonction de cela, de ces travaux qui doivent être réalisés en pleine transparence qu'il faut avancer. Le point central, c'est évidemment de s'assurer de l'indépendance des experts et c'est ma préoccupation et ma volonté. Très bien, Marisol Touraine, merci d'avoir été notre invitée en direct de cette salle des conférences du Sénat. Je vais vous laisser rejoindre l'hémicycle puisqu'on entend la sonnerie retentir et donc la séance des questions d'actualité au gouvernement va sans doute débuter dans quelques instants. Alors parmi les points sur lesquels le gouvernement va être interpellé cet après-midi au Sénat, eh bien une question d'abord de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Il interpelle l'actuel Premier ministre Jean-Marc Ayrault sur les 100
premiers jours du gouvernement Ayrault. Autre question, celle du sénateur Vert Ronan Dantec. Lui, il interpelle la ministre de l'écologie Delphine Batho sur l'accident à la centrale de Fessenheim, alors que demain s'ouvre la conférence gouvernementale sur l'environnement. Le sénateur communiste Éric Bocquet, lui, va interpeller le gouvernement sur l'évasion fiscale et bien sûr, on l'imagine, sur l'affaire Bernard Arnault qui a défrayé la chronique tout au long du week-end dernier. Et puis vous aurez également lors de cette séance des questions d'actualité au gouvernement cet après-midi au Sénat une question sur PSA Aulnay, alors que le gouvernement, par le biais du rapport Sartorius, a avalisé cette semaine le plan PSA et la fermeture d'Aulnay. Également une question du vice-président du Sénat Didier Guillaume sur le déplacement du président de la République à Rennes et la situation de l'agriculture française. Et puis enfin également une question du sénateur UMP Louis Nègre sur les Roms. Voilà, donc cette séance des questions d'actualité au gouvernement va démarrer. Je vous laisse rejoindre avec nous l'hémicycle du Sénat. Très bonne séance à tous. Des questions d'actualité au gouvernement. Je rappelle que l'auteur de la question, de même que le ou la ministre, pour sa réponse, dispose chacun de 2 minutes 30. La parole est à M. Ronan Dantec pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, chers collègues, vous avez déclaré il y a quelques jours, Madame la Ministre, que la centrale nucléaire de Fessenheim, je vous cite, serait fermée le plus tôt possible. Le groupe écologiste au Sénat se réjouit bien évidemment de cette déclaration, cohérente avec les engagements du Président de la République et l'accord politique passé entre les formations de la majorité gouvernementale. Nous attendons maintenant évidemment les conclusions de l'enquête que vous avez demandée sur les circonstances de l'incident qui a blessé la semaine dernière à Fessenheim 2 agents d'EDF, mais elles ne feront certainement que confirmer ce que nous savons déjà, que cette centrale est la plus vétuste du parc nucléaire français et qu'elle est particulièrement dangereuse en raison de ses spécificités bien connues, faible épaisseur du radier, situation en zone sismique et en contrebas d'un canal, mais aussi au vu des problèmes de fonctionnement et de maintenance qui font parler d'eux. On se souvient de l'incendie observé en avril dans le réacteur numéro 2, et ce n'est qu'un exemple. On a recensé pas moins de 23 incidents depuis le redémarrage de ce même réacteur le 8 mars dernier. Il est donc évident que cette centrale fait aujourd'hui peser un risque environnemental extrêmement lourd et qu'elle doit donc être fermée de manière urgente le plus tôt possible, pour reprendre les propos de Madame la Ministre. Cette urgence est aussi économique. Si nous voulons mobiliser l'ensemble des acteurs industriels sur la voie de la transition énergétique, ils ne se contenteront pas de déclarations générales pour investir, il leur faut des signaux forts. Début juillet, André-Claude Lacoste, président de l'Autorité de sûreté nucléaire, a affirmé devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, je cite, « Suite à la révision qui a été menée sur le réacteur numéro 1 de la centrale de Fessenheim, en sus des examens de sûreté post-Fukushima, nous avons exigé l'épaississement du béton du radier. Cette mesure devra être effective d'ici à l'été 2013, sans quoi le réacteur ne pourra continuer à fonctionner. Nous prendrons sans doute les mêmes prescriptions pour Fessenheim 2. Nous avons donc peut-être là le calendrier de fermeture, ce premier signal fort de mobilisation des acteurs économiques de la transition énergétique. Ma question, Madame la Ministre, est donc fort simple. Pensez-vous, au vu des coûts extrêmement importants des travaux de renforcement du radier, au bas mot plusieurs dizaines de millions d'euros, imaginable d'engager des investissements aussi importants pour une centrale amenée à fermer le plus tôt possible? Et votre gouvernement ayant multiplié les déclarations selon lesquelles il respecterait scrupuleusement les avis de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN mettant donc une date butoir à juillet 2013, de fait et en toute déduction logique, le véritable calendrier de fermeture de Fessenheim n'est-il donc pas tout simplement l'été 2013? Merci. Pour vous répondre, Madame Delphine Batho, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Ronan Dantec, permettez-moi de vous remercier de votre question qui me donne l'occasion d'apporter un certain nombre de précisions sur l'incident qui s'est produit à Fessenheim le 5 septembre dernier, qui est un incident sans gravité, sans enjeu de sûreté. Le rapport que j'ai demandé à EDF m'a été rendu ce matin. Il sera rendu public cet après-midi. Il sera complété par le rapport de l'autorité de sûreté nucléaire. Et l'origine de cet incident était donc l'adjonction sous forme solide d'un catalyseur dans une préparation d'eau oxygénée
qui a entraîné un dégagement de vapeur, qui a déclenché l'alarme incendie, qui a automatiquement entraîné l'intervention des pompiers. Il n'y a pas eu de blessés. 2 agents ont eu des irritations aux mains, ont été examinés par le médecin et ont rapidement repris le travail, ce qui me permet de dire que cet incident ne méritait pas l'ampleur médiatique qu'il avait pris et dont il a fait l'objet. Et donc cet incident est sans rapport avec l'engagement qu'a pris le président de la République concernant la fermeture de la centrale de Fessenheim, engagement qui sera tenu et dont j'ai indiqué effectivement ces derniers jours que le calendrier précis pour pouvoir procéder à cette fermeture dans des conditions responsables en termes de sécurité d'approvisionnement électrique, responsables aussi pour la préservation des emplois, serait discuté dans le débat national sur la transition énergétique. C'est donc ce qui sera fait. Enfin, dernier point, par rapport aux recommandations et aux prescriptions de l'autorité de sûreté nucléaire. Vous le savez très bien, les recommandations et les prescriptions de l'autorité de sûreté s'imposent à tous. Elles s'imposent à l'État, elles s'imposent aux opérateurs, elles doivent donc être respectées. L'autorité de sûreté a demandé que les travaux soient réalisés d'ici le 30 juin 2013. Cela doit donc être fait. La sûreté n'est pas une variable d'ajustement et donc ces travaux ne font en rien obstacle à l'engagement qui a été pris concernant la fermeture de Fessenheim et qui sera tenu. Merci. La parole est à présent à Monsieur Éric Bocquet pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question s'adressait à Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances, mais elle peut tout autant s'adresser à Monsieur Cahuzac, Ministre du Budget. L'actualité récente en France a remis à la une des journaux le sujet de l'évasion fiscale. Vous le savez, Monsieur le Ministre, une commission d'enquête du Sénat sur le sujet a rendu public son rapport le 24 juillet dernier, voté, je le précise, à l'unanimité. Il sera présenté d'ailleurs en détail dans cet hémicycle le 3 octobre prochain. 61 propositions y figurent. La première consisterait en la création d'un haut commissariat qui serait chargé de la protection des intérêts financiers publics et pourrait constituer la pierre angulaire de la mise en place d'une politique de lutte contre l'évasion fiscale déterminée, permanente et efficace. Compte tenu des enjeux financiers estimés entre 40 et 50 milliards d'euros manquant chaque année au budget de l'État, et compte tenu aussi des difficultés aggravées pour une grande majorité de nos concitoyens, je me fais ici le porte-parole des membres de la Commission qui, à l'unanimité, ont affirmé leur volonté forte que des suites effectives soient données aux travaux de la commission d'enquête. J'entends toujours parler de la nécessaire maîtrise des dépenses de l'État. Je souhaiterais tout autant que l'on parle de la nécessaire maîtrise de ses recettes. Une milliardaire new-yorkaise déclara un jour que les impôts étaient pour les petites gens. Je fais mienne pour ma part cette citation de Henry Morgenthau, ministre des Finances du président Roosevelt en 1937. Il disait, je cite, « Les impôts sont le prix d'une société civilisée. Trop de citoyens veulent une civilisation au rabais. » Fin de citation. C'est donc au nom de la Commission et en tant que rapporteur que je vous fais remettre aujourd'hui un exemplaire de ce rapport, de même que je le ferai parvenir en toute amitié à notre collègue député qui demandait dimanche dernier la création d'une commission d'enquête sur l'évasion fiscale. Nous gagnerons ainsi un peu de temps, car, comme disent les financiers, time is money, le temps c'est de l'argent, mais chacun ici avait compris. J'en viens à ma question, Monsieur le Ministre, qui est en fait double. La première, quelle sera l'attitude globale du gouvernement sur le sujet de l'évasion fiscale en France et ailleurs dans les années qui viennent? Deuxième question, quelles mesures immédiates comptez-vous prendre dès le projet de loi de finances 2013 qui viendra en discussion ici dans quelques semaines? Je vous remercie. Merci. Monsieur Jérôme Cahuzac, ministre chargé du budget. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, merci de me donner l'occasion de remercier le Sénat d'avoir utilement contribué à ce dossier par précisément la rédaction et la publication de ce rapport. Vous m'en faites tenir un exemplaire, ce sera donc le deuxième. Merci par avance, on n'est jamais trop prudent lorsqu'il s'agit de puiser à bonne source, mais j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec certains d'entre vous, mesdames et messieurs les sénateurs, de ce rapport qui effectivement est très intéressant. Le sujet est d'actualité incontestablement, car au moment où l'on s'apprête à demander un effort vigoureux au pays, il n'est évidemment pas acceptable que cet effort soit considéré comme injuste. Il ne le serait pas davantage si d'autres estimaient pouvoir s'affranchir
de l'effort que tous, ou presque, vont consentir. La lutte contre l'évasion et plus généralement contre la fraude fiscale ou la fraude sociale sont donc des luttes qui sont évidemment d'actualité. D'ores et déjà, à l'occasion de l'examen de la loi de finances rectificative, des dispositions anti-abus ont été adoptées par le Parlement et bien évidemment par votre Assemblée. Vous en avez probablement le souvenir. D'autres dispositions seront proposées au Parlement dans le cadre vraisemblablement d'une loi de finances rectificative qui renforceront les moyens de l'administration dans ses pouvoirs d'investigation, d'enquête et surtout de recouvrement. Car actuellement, si la lutte contre les erreurs ou la fraude permet à l'État de récupérer un peu plus de 16 milliards d'euros chaque année, la fraude elle-même ouvre droit à 4 milliards d'euros de notifications, dont seulement la moitié, monsieur le sénateur, est recouvrée. Ce pourcentage ne traduit pas une efficacité satisfaisante aux yeux du gouvernement et c'est la raison pour laquelle des moyens supplémentaires seront donnés à l'administration compétente afin que cette efficacité s'améliore. Je crois que chacun ne pourra que s'en féliciter. Voilà les quelques éléments que je pouvais donc porter à votre connaissance et j'ai bien conscience de pouvoir compter sur l'ensemble de la Haute Assemblée pour, à l'occasion des textes législatifs, compléter les dispositifs dont nous disposons déjà, dispositifs qui l'ont déjà été utilement, je me permets de le rappeler, par la création de la police fiscale. C'était sous la précédente mandature. Ce fut une heureuse initiative, d'ailleurs adoptée de manière consensuelle. Reste maintenant peut-être à l'utiliser à sa juste mesure. La parole est à présent à M. Stéphane Mazard pour le groupe du Rassemblement démocratique social européen. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers confrères. Donc cette question s'adresse à Madame le ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Madame le ministre, lundi, à l'issue d'une réunion avec les professionnels du secteur, vous avez assuré que le projet de loi de finances pour 2013 ne contiendra pas de relèvement du taux de la TVA dans la restauration. Après avoir été abaissé à 5,5 en 2009, ce taux a été relevé à 7% au 1er janvier dernier. Faut-il le remonter davantage? Faut-il fixer un nouveau taux intermédiaire à 12% par exemple? Ou faut-il revenir à 19,6? Avant de répondre à ces interrogations, vous avez indiqué que la position du gouvernement était d'ouvrir une concertation prévu pour durer jusqu'à la fin octobre de cette année, et ce afin d'établir un bilan contradictoire et transparent des véritables effets de cette mesure. Effets sur les prix, effets sur l'emploi, effets sur les conditions de travail, et enfin effets sur la modernisation du secteur. Madame la ministre, votre méthode est pertinente. Il est en effet grand temps d'établir un véritable bilan chiffré de cette baisse de la TVA, décidée en la hâte et dans les conditions que l'on sait. Car jusqu'ici, elle n'a fait l'objet d'aucune réelle évaluation, si bien que la controverse demeure et revient périodiquement à chaque discussion budgétaire. La seule donnée dont on dispose, c'est son coût pour nos finances publiques de l'ordre de 3 milliards d'euros. Face à la situation économique et budgétaire que nous connaissons, et alors que des efforts très importants vont être demandés aux Français pour participer au redressement du pays, il n'est pas envisageable de maintenir ce taux réduit si, et je dis bien si, son efficacité économique n'est pas démontrée. Autrement dit, s'il s'avère que les professionnels du secteur ne jouent pas le jeu en respectant leur engagement. C'est une question d'équité. Nous attendons donc maintenant les résultats de cette concertation et de cette évaluation avant que des décisions ne soient prises par le gouvernement et le Parlement. Madame la ministre, pouvez-vous nous en dire davantage sur les intentions actuelles du gouvernement? Enfin, envisagez-vous d'associer la représentation nationale à cette concertation? Très bien, merci. Alors pour la réponse, Madame Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Stéphane Mazard. Je vous remercie de me donner l'occasion d'éclairer la représentation nationale sur ce dossier complexe de la TVA restauration. Ce secteur est un secteur essentiel pour notre économie. Plus de 200 000 entreprises, 5% du PIB et environ 15 000 créations pérennes, 15 000 créations d'emplois par an. C'est donc un secteur essentiel. Le contrat d'avenir conclu entre l'État et les organisations professionnelles en 2009, complété par un avenant en 2011, avait demandé aux restaurateurs un certain nombre de contreparties pour légitimer et justifier cet abaissement du taux de TVA. Au regard du coût de cette mesure, plus de 3,2 milliards d'euros par an, il est bien entendu légitime que le gouvernement se pose la question de son efficacité et de la pertinence de cette mesure. C'est dans cet état d'esprit et alors que
ce bilan n'a jamais été voulu par le gouvernement précédent que lundi dernier, j'ai réuni à Bercy les organisations professionnelles pour leur présenter la méthode de travail et le calendrier. Ce bilan sera établi de manière contradictoire en associant les professionnels de la restauration dans 4 groupes de travail qui représentent les objectifs principaux du contrat d'avenir. Vous les avez évoqués très justement, il s'agit de l'emploi, de la baisse des prix, de la modernisation du secteur et également des conditions de travail qui étaient très attendues par les salariés qui sont très importants dans le domaine de la restauration. Donc nous allons travailler à partir dans 15 jours, nous allons nous réunir pour faire le point très précis et confronter les chiffres, puisque vous avez entendu et vu comme moi que les professionnels annonçaient un certain nombre de résultats. Les chiffres de mes services sont différents, donc nous devons faire le point de manière plus exhaustive. Mais ce bilan ne doit pas se contenter d'être une querelle de chiffres. Il faut aussi regarder quelles sont les disparités géographiques qui peuvent exister. La taille des entreprises, celles qui ont fait des efforts, sont-elles les plus petites ou au contraire les grandes chaînes de restauration, et les différences qui peuvent exister entre la restauration traditionnelle et la restauration rapide. Vous le voyez, monsieur le sénateur, le gouvernement a un principe, la justice, un objectif, le redressement économique du pays, dans la volonté de travailler avec les organisations professionnelles. Et sur cet aspect, comme sur les autres, le temps de l'impréparation et de l'improvisation des mesures est bel et bien terminé. Merci. Je passe à présent la parole à Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse à vous. Voilà un peu plus de 100 jours que notre pays a choisi l'alternance. Voilà 100 jours au cours desquels vous avez engagé certaines promesses de Monsieur le Président de la République. Vous vouliez remettre en cause l'action du gouvernement précédent, vous l'avez fait. Vous vouliez supprimer l'avantage fiscal des heures supplémentaires, c'est fait. Vous vouliez augmenter la fiscalité, c'est fait, et semble-t-il cela va continuer. Nous ne vous reprochons pas de tenir les promesses sur lesquelles vous avez été élus. Mais nous mesurons que vos premières décisions ne répondent pas, semble-t-il, aux attentes des Françaises et des Français. Surtout, Monsieur le Premier ministre, il nous semble que l'action que vous engagez sous-estime quelque peu l'ampleur, la profondeur de la crise. L'inquiétude est immense dans le pays. Tout le monde a compris maintenant qu'il ne suffisait pas de changer de gouvernement pour chasser la crise. La crise gronde, elle est toujours là, elle est de plus en plus forte. La barre des 3 millions de chômeurs a été franchie. Les plans sociaux se multiplient. Et finalement, le gouvernement valide la fermeture d'Aulnay. Monsieur le Président de la République, dimanche soir, nous a dit sa volonté d'engager la bataille contre le chômage. C'est urgent. Les perspectives de croissance sont minces. Les entreprises, les PME manquent, et vous le savez, de financement et sont étouffées par de multiples contraintes. Dans mon seul département, la Vienne, avec mon collègue Alain Fouché, nous travaillons avec les entreprises, les collectivités territoriales, avec l'ensemble des partenaires à la création d'un Center Park pour créer plus de 1000 emplois. Il va nous falloir plus de 5 ans si nous réussissons à surmonter tous les obstacles pour réussir à créer ce que l'opinion attend. Les créateurs d'emplois sont nombreux à hésiter. Oh, mes chers collègues, il ne s'agit pas de polémique. Et l'emploi mérite autre chose que des attitudes de polémique. Les créateurs d'emplois sont nombreux aujourd'hui à hésiter entre l'inquiétude, la colère et pour certains le découragement. Monsieur le Premier ministre, nous savons que personne n'a intérêt dans le pays à l'échec de la France. Ma question est relative à notre surprise de ne pas avoir entendu dimanche soir le Président de la République parler d'Europe. Alors merci de bien vouloir nous dire, après la décision allemande de Karlsruhe,
quelle est la part européenne de votre combat pour l'emploi? Merci. Monsieur Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, je vous remercie de votre question. Vous avez décrit une situation qui est celle de la France, mais pas seulement celle de la France, qui est celle aussi de la zone euro, dans un contexte mondial de croissance dégradée. Tous les pays se préoccupent de cette situation. Et je suis d'accord avec vous sur un point essentiel. Ce que toutes les forces doivent s'unir pour réussir le redressement du pays, mais aussi, puisque vous venez de l'évoquer, la réorientation de l'Europe. Ça ne se décrète pas, la réorientation de l'Europe. Le président de la République, dites-vous, n'en a pas parlé. Mais quel a été son premier acte? Le jour même de ma nomination, le jour où il prenait ses fonctions, le 15 mai, son premier déplacement était à Berlin pour discuter avec Mme Merkel de l'avenir de l'Europe. Et vous avez vu qu'il n'a pas ménagé sa peine. Les premières semaines, les premiers mois de son action, et déjà des résultats ont pu être obtenus. Sont-ils suffisants? À l'évidence, non. Mais il faut mesurer le chemin parcouru. Mais avant de développer ce point, Monsieur le Premier ministre Raffarin, je voudrais quand même vous dire que nous avons trouvé une situation dégradée, au-delà même de ce que nous imaginions, parce que nous étions conscients. Je l'ai dit dans ma déclaration de politique générale le 3 juillet dernier, de la gravité de la crise. Le président de la République l'a rappelé à Châlons en Champagne. Il a parlé de crise exceptionnelle, de gravité exceptionnelle. Oui, cette situation, nous l'avons trouvée. Vous avez parlé de PSA, mais nous avons trouvé aussi des plans sociaux retardés, des secteurs industriels en grande difficulté, des difficultés d'accès au crédit, non seulement pour les PME et les TPE, mais aussi, y compris les collectivités territoriales. C'est la réalité face à laquelle nous sommes et sur laquelle nous agissons chaque jour avec détermination, tout en faisant face à l'urgence. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir annoncé que, même si vous ne partagez pas nos choix politiques, que vous êtes l'un de ceux qui alliez voter le projet du gouvernement, les emplois d'avenir. Oui, parce que dans l'urgence, on ne peut pas laisser tomber ceux qui sont aujourd'hui si éloignés de l'emploi, et je pense à ces jeunes sans qualification. Donc il faut relever à la fois le défi de la réforme de notre système éducatif, de la refondation de l'école, qui nécessitera des moyens, mais aussi du temps pour former à nouveau les professeurs, les mettre là où nous en avons besoin. Mais en même temps, il faut agir dans l'urgence. C'est le sens des contrats de génération qui compléteront le premier dispositif que je viens d'évoquer, comme les mesures concernant le pouvoir d'achat, puisque vous aurez aussi un autre texte à voter concernant la tarification progressive du gaz et de l'électricité, qui vient s'ajouter au programme que vous avez voté hier, que Mme Duflot a présenté, le plan pour le logement. Est-ce que ça va suffire pour réorienter notre économie dans le sens de la croissance? Évidence, non. Les réformes de structure, je les ai évoquées, nous les engageons. J'en ai évoqué une qui est essentielle. Mais hier, avec le président de la République, nous avons réuni les présidents des régions. Et c'est un sujet auquel je sais que vous êtes sensible. Nous avons signé, avec le président Rousset, j'ai signé un accord sur 15 engagements réciproques, des conseils régionaux qui connaissent la réalité du territoire, qui connaissent la réalité de nos entreprises, de nos PME, de nos TPE, qui connaissent la réalité des ETI, ces entreprises de taille intermédiaire encore pas assez nombreuses et pas assez puissantes. Eh bien, ce que nous avons décidé de faire, qui vous sera présenté dans quelques semaines, c'est la mise en place de la Banque publique d'investissement. Vous avez parlé de crédit, d'accès au crédit. Eh bien, le président de la République, dans son discours du Bourget, avait dit que la finance devait être mise au service de l'économie. Eh bien, le premier acte qui ira dans ce sens, c'est la Banque publique d'investissement qui sera gérée à la fois à l'échelle nationale, mais qui aura aussi des antennes régionales dans lesquelles les conseils régionaux seront impliqués, y compris dans les procédures d'engagement. Parce que nous voulons aider les PME, à la fois pour l'innovation, à la fois pour leur investissement, à la fois pour l'exportation. Donc c'est le défi que nous relevons. J'ai même fixé un objectif concernant le commerce extérieur, qu'aujourd'hui nous sommes à 25 milliards de déficit, hors énergie, et qu'à la fin du quinquennat, nous arrivions au moins à l'équilibre. Eh bien ça, c'est un engagement extrêmement volontariste, comme l'engagement du président de la République de lutter contre le chômage. Mais c'est vrai
qu'au-delà de la nécessaire maîtrise de nos comptes publics, qui sont très dégradés, que nous avons commencé à traiter dès la loi de finances 2012, la rectificative 2012, qui sera aussi l'objet de la loi de finances 2013, l'objectif des 3%. Ce n'est pas l'extérieur qui nous l'impose, c'est notre décision de maîtriser notre dette, de maîtriser cette dette qui a augmenté de 600 milliards en un an, parce que c'est notre indépendance, notre souveraineté qui est en jeu. Et sans cette action, nous ne retrouverons pas les marges de manœuvre nécessaires, à condition bien sûr que cette loi de finances soit juste, et elle le sera, à l'image des décisions que nous avons déjà prises depuis le mois de mai dernier, par décret ou par les votes du Parlement. Mais c'est nécessaire parce que nous ne voulons pas nous laisser imposer par les marchés financiers un plan d'austérité qui mettrait à mal l'avenir de notre pays. Nous voulons garder notre liberté, reconquérir des marges de manœuvre pour que, au lieu de dépenser d'abord l'argent public dans le remboursement de la dette, nous le mettions dans les investissements d'avenir parce que notre pays en a besoin. C'est le choix que nous avons fait. Et quant à l'Europe, eh bien, l'élection de François Hollande a permis de faire bouger les lignes à l'évidence. Sans cela, sans le vote des Français, il aurait été bien difficile d'obtenir le pacte de croissance au Conseil des 28 et 29 juin dernier. Il aurait été bien difficile de lancer le chantier concernant la supervision des banques sous l'autorité de la Banque centrale européenne ou de l'union bancaire, indispensable. Il aurait été sans doute très difficile et sans doute impossible d'obtenir la taxe sur les transactions financières que nous réclamons depuis tant d'années et qui n'était pas possible de faire à l'échelle de l'Europe. Ces résultats, c'est grâce au vote des Français que nous les avons obtenus. Mais nous souhaitons aller plus loin. Après la ratification, qui j'espère sera adoptée par le Parlement avec la loi organique, mais aussi les perspectives sur l'avenir de la construction européenne, il faudra qu'il y ait aussi un débat entre dirigeants européens pour qu'il y ait à la fois conciliation entre la nécessaire maîtrise des comptes publics, la dette, la lutte contre la dette et les déficits, mais aussi des initiatives de croissance. Le Conseil européen des 28 et 29 juin a permis une avancée, mais elle n'est pas suffisante. Et vous savez que c'est attendu, pas seulement par la France, mais que nos partenaires, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, avec lesquels nous discutons souvent, le souhaitent aussi. Alors, sur ce plan-là, je crois que nous attendons aussi le soutien du Parlement. Nous verrons ce que vous direz, Monsieur le Premier ministre Raffarin. Mais la nécessaire réorientation de l'Europe dans le sens de la croissance, c'est la responsabilité, pas de la France seule, mais nous y mettrons toute notre énergie, toute notre part, mais c'est la responsabilité historique des dirigeants européens, parce qu'il en va même de l'avenir du projet européen lui-même. Merci. Merci. Monsieur Vincent Capo-Canellas pour le groupe de l'Union centriste et républicaine. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les sénateurs, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du redressement productif. Avant d'être élu, Monsieur le Président de la République avait déclaré aux salariés de PSA Aulnay-sous-Bois « Après le 6 mai, si les Français me choisissent, nous aurons rendez-vous ». Le rendez-vous n'a pas tardé. Les effets de la crise que connaît le secteur automobile, aggravés par les difficultés spécifiques à une entreprise qui a choisi, et c'est heureux, de concentrer sa production en France, ont conduit à l'annonce d'un plan social de grande ampleur. Certes, PSA s'est engagé à ne procéder à aucun licenciement sec. Mais ce plan est un traumatisme fort pour les salariés de l'entreprise. Nous en mesurons les conséquences pour eux, comme pour le territoire qui accueille le site d'Aulnay et, bien évidemment, le département de la Seine-Saint-Denis. La fermeture du site d'Aulnay est un sujet d'ampleur nationale. À la suite de négociations et de compromis négociés entre les salariés et l'entreprise, au contraire, le site de Sevel-Nord sera pérennisé. Ma collègue Valérie Létard a suivi de près ce sujet. Ce contre-exemple doit nous fournir une base de discussion pour l'ensemble des sujets industriels. La négociation plutôt que l'outrance, le dialogue plutôt que la mise en cause, l'adaptation négociée plutôt que des rodomontades sans suite. Monsieur le ministre, on ne peut pas jouer avec le désespoir des salariés et d'un territoire qui souffre. En juillet, Monsieur le Président de la République considérait ce plan inacceptable en l'état. Dimanche soir, sur TF1, le chef de l'État a finalement appelé à trouver des compromis pour qu'il y ait moins d'emplois supprimés et plus de reconversion. Vous appelez maintenant, Monsieur le ministre, à des réunions tripartites. N'auriez-vous pas dû, dès le départ, appeler ainsi au dialogue?
Renégocier, reformater, réduire le plan social, dites-vous? Oui, sans doute. Mais dès lors que votre propre expert l'estime légitime et quasi inévitable, n'est-ce pas vous compliquer la tâche? Monsieur le ministre, on peine sur un sujet aussi douloureux à voir votre stratégie. Et comme il s'agit de dialogue social, j'ai écouté avec attention les appréciations des syndicats. Monsieur Montebourg nous a dit avant l'été « Je vais tout empêcher, c'est inadmissible ». Il a donné de l'espoir aux salariés de Peugeot et aujourd'hui il nous dit « Calmez-vous, soyez raisonnable ». Au lieu de se prendre pour un super syndicaliste, le rôle du ministre était plutôt de regarder la réalité en face et les difficultés telles qu'elles existent. Ces phrases, qui peuvent paraître provocantes, ne sont pas de moi. Elles sont du secrétaire général de la CFDT, François Chérec. Monsieur le ministre, quelle est enfin votre politique, la politique du gouvernement pour PSA Aulnay? Quand parlerez-vous aux salariés avec lucidité? Quand parlerez-vous dialogue social, compétitivité, revitalisation du territoire, maintien de l'emploi et accompagnement exigeant des reconversions? Merci. Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Capo-Canella, vous m'interrogez sur les conditions dans lesquelles le gouvernement fait face à un plan social massif qui a choqué les Français, traumatisé les salariés de PSA, lesquels s'inquiètent de l'avenir de cette entreprise. Le gouvernement a d'abord choisi de faire la lumière, c'est-à-dire de comprendre ce qui s'est passé pour que PSA en soit arrivé là. Il a chargé et en a informé les organisations syndicales, les élus territoriaux des régions concernées, Monsieur Emmanuel Sartorius, ingénieur général des mines, qui a fait un travail très appuyé avec son équipe plurale, où il a examiné la situation. Le rapport est assez clair. Il dit d'abord qu'il y a des difficultés sérieuses à PSA. Je rappelle que les partenaires sociaux n'étaient pas d'accord sur ce diagnostic avant l'été. C'est un point important que nous puissions partager le diagnostic pour éviter de se tromper et particulièrement que le gouvernement prenne le bon positionnement dans un plan social très douloureux où nous avons en charge, bien sûr, non seulement d'aider les salariés qui risquent de perdre leur emploi, mais aussi de ceux qui restent dans l'entreprise et qui doivent pouvoir compter sur un rebond, une relance et une reconquête de PSA. Deuxièmement, ce rapport émet un certain nombre de jugements très sévères sur la direction. Au mois de juillet, je les ai montrés, désignés, le rapport les a confirmés. Et je vous invite à le lire. Vous découvrirez en effet qu'il y a eu des erreurs de direction qui conduisent aujourd'hui PSA à se retrouver dans cette situation. Le problème n'est pas le passé, il est d'affronter ensemble l'avenir. Qu'est-ce que le gouvernement a dit en juillet? Qu'il souhaitait que ce plan soit renégocié, reformaté, rediscuté. Que dit-il aujourd'hui? Que ce plan soit renégocié, reformaté, rediscuté. Nous n'avons pas changé ni de langage, ni d'exigence. La seule différence, c'est que nous savons maintenant qu'il y a des difficultés sérieuses qui touchent PSA et que dans cet exercice de reformatage qui doit être partagé par tous, nous avons besoin, partenaires sociaux, donc la direction de Peugeot, les salariés, les syndicats, les élus territoriaux et le gouvernement, de trouver les moyens de limiter, dans la stricte nécessité de la survie de Peugeot et des besoins de Peugeot, réduire ce plan social. C'est ce que le président de la République a dit, c'est ce que j'ai déclaré devant l'ensemble des partenaires sociaux, c'est ce que je m'apprête à dire cet après-midi devant M. Varin, le président du groupe PSA. Enfin, il va falloir que nous y voyions clair sur la stratégie de rebond de PSA. Des questions sont dans le rapport. L'alliance avec General Motors est-elle pertinente? Un certain nombre d'investissements, recherche-développement, qui ne sont pas au rendez-vous. Là aussi, ce sont des questions qui nous préoccupent. Et ce sont des éléments qui font partie de la discussion avec la direction. Donc nous allons en reparler. La bataille de la négociation commence. Et il est nécessaire que la nation se rassemble autour du sauvetage de Peugeot. Les partenaires sociaux, la direction de Peugeot, les élus territoriaux et bien sûr le gouvernement de la France. Merci. La parole à Monsieur Didier Guillaume pour le groupe socialiste et apparentés. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le ministre, le monde agricole et rural souffre. En 10 ans, ces 10 dernières années, la France a perdu le quart de ses exploitations agricoles. Les revenus des agriculteurs sont trop bas. Il faut tout faire
pour enrayer cette hémorragie. Les agriculteurs nous font vivre, ils nourrissent nos concitoyens et sont des acteurs indispensables de l'aménagement du territoire. Nous devons ici affirmer dans cette haute assemblée, ensemble, que ces hommes et ces femmes sont indispensables à la France. La hausse inquiétante des prix mondiaux des céréales nous fait craindre de revivre, Monsieur le Ministre, le scénario de 2007-2008 avec une flambée généralisée des matières premières. Du fait de la sécheresse aux États-Unis et des mauvaises récoltes en Russie et en Ukraine, on note aujourd'hui une hausse très importante des cours du maïs, du soja ou du blé, avec des conséquences pour l'approvisionnement de notre pays. En renchérissant le coût de l'alimentation pour les animaux et les coûts de production de la viande et du lait, cette situation met en difficulté l'ensemble des filières. Les revenus des éleveurs déjà très faibles sont susceptibles d'être encore diminués. Le secteur de l'élevage est la principale victime de cette situation, alors que c'est une activité qui représente beaucoup d'emplois directs, mais aussi beaucoup d'emplois indirects dans l'agroalimentaire. La bataille pour l'emploi dont le gouvernement a fait une priorité doit aussi passer par l'agriculture et par l'agroalimentaire. Encore une fois, se pose la question de l'avenir de l'élevage dans notre pays, du fait de notre grande indépendance aux importations d'aliments pour animaux. Encore une fois, se pose la question d'un rééquilibrage des aides agricoles dans le cadre de la réforme de la PAC pour plus de justice entre les filières. Encore une fois, se pose la question d'une régulation des marchés agricoles mondiaux qui demeure une des solutions pour l'agriculture. Et je ne parle pas du loup qui attaque certains troupeaux et laisse nos éleveurs dans la détresse. Il est temps de choisir entre le pastoralisme et le prédateur. La cohabitation sur ces territoires est impossible. Mardi, le président de la République a réaffirmé son attachement au monde agricole. Il a affiché sa volonté de faire de l'agriculture un secteur d'avenir, moteur de la croissance. Ce discours a été salué par la profession agricole. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le plan d'action gouvernemental face à la hausse des prix des céréales? Par ailleurs, où en sont les négociations européennes sur la réforme de la PAC? Je vous remercie. Merci. Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs et sénatrices, Monsieur le sénateur, vous avez évoqué plusieurs sujets qui regroupent la grande question de l'agriculture. Nous partageons un objectif, c'est que l'agriculture, l'agroalimentaire, c'est un secteur majeur pour notre pays et il faut donc en préserver les atouts, en développer les potentialités et ouvrir des perspectives. Vous avez dit qu'il y avait une situation effectivement posée par une flambée des prix des céréales, qui fait qu'on est dans une situation assez paradoxale d'ailleurs, puisque la flambée des prix des céréales fait qu'un certain nombre d'agriculteurs et d'exploitations aujourd'hui bénéficient de ce haut niveau de prix, mais que ça a des conséquences, et c'est là qu'est le paradoxe, sur d'autres exploitations qui, elles, au travers de l'alimentation, eh bien, voient le coût de production de leur alimentation augmenter. C'est la question de l'élevage. C'est pourquoi il faut traiter cette question de cette manière, à la fois prendre en compte la situation et ses conséquences et apporter des réponses à la fois sur le court terme et sur le moyen terme. Sur le moyen terme et les grandes questions posées par la volatilité des prix, il faut une action à l'échelle mondiale. Il y a eu des outils qui ont été négociés dans le cadre du G20 que nous avons activés pour la première fois. Coordonner nos politiques à l'échelle du monde, c'est essentiel. Éviter que certaines prennent des positions qui soient contraires à l'objectif, c'est-à-dire éviter que les prix continuent de flamber. On a eu des réunions au niveau du G20, nous allons poursuivre. Il y aura une rencontre la semaine prochaine avec le directeur général de la FAO. Je me rendrai à Rome pour le Conseil de sécurité alimentaire et nous allons poursuivre pour réunir ce fameux forum de réaction rapide. Ça, c'est le premier point, l'échelle mondiale. Deuxième question, l'Europe. L'Europe, sur ce sujet, a du retard, en particulier sur la question de la spéculation financière qui vient s'ajouter au déficit sur le marché de l'offre par rapport à la demande et qui amplifie donc les phénomènes de volatilité des prix. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de soutenir les propositions qui vont être faites pour lutter sur les positions spéculatives, sur la base d'ailleurs d'un texte qui a été déposé par le commissaire européen, M. Barnier, et sur lequel nous allons agir pour faire en sorte que l'Europe soit à la hauteur des enjeux et évite que la spéculation vienne s'ajouter dans ses effets sur les évolutions des prix agricoles. Troisième point, le niveau national.
Et là, l'enjeu, il est d'assurer ce que je disais au départ, une solidarité entre les céréales et l'élevage. C'est la contribution volontaire qui a été décidée, que nous avons incitée et que nous devons saluer. Mais c'est aussi les moyens que nous devons engager pour permettre à des éleveurs de passer ces phases difficiles qu'ils connaissent aujourd'hui, avec un accord avec les banques pour pouvoir venir directement et individuellement face aux situations difficiles que peuvent rencontrer les éleveurs, de la même manière que, comme c'est demandé, la MSA aura aussi à reporter une partie des cotisations qui doivent être versées. Mais si je dis ça, j'y ajoute aussi, parce que c'est important, la nécessité qu'en France, sur les questions agricoles et agroalimentaires, les conditions de contractualisation, c'est-à-dire de négociation entre les différents échelons des filières, production, transformation, distribution, soient réunies. Et c'est pourquoi je réunirai dans les semaines qui viennent avec Guillaume Garot une conférence sur la question des nouveaux modèles de contractualisation qui réunira transformateurs, producteurs et grands distributeurs. Voilà, monsieur le sénateur, garder l'objectif, défendre l'agriculture et l'élevage et offrir des perspectives, c'est l'enjeu. Merci. La parole est à monsieur Louis Nègre pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger aujourd'hui sur le problème que posent les Roms sur notre territoire. C'est une question de misère humaine, c'est incontestable, mais c'est aussi et surtout un problème de réseau mafieux, de respect de l'ordre public et, très prosaïquement, de respect des riverains qui jouxtent les camps de Roms ou des habitants de notre pays qui sont victimes d'une délinquance importée qui atteint gravement la tranquillité publique de nos concitoyens. En donnant l'ordre de démanteler ces camps sauvages et illégaux, qui sont à proprement parler des zones de non-droit, vous n'avez fait que votre devoir, Monsieur le ministre. Vous avez même réussi à faire démanteler un campement de Roms avant toute décision de justice. Nous n'en demandions pas tant. Mais au-delà du démantèlement de ces installations sauvages, qui est une opération nécessaire et légitime dans un État de droit, mais par définition ponctuelle, le problème de fond de l'afflux de ces migrants économiques en temps de crise se pose. D'où ma triple question. Premièrement, sur la base de l'action menée à Évry, est-ce que tout maire peut demander, y compris en l'absence de décision judiciaire, le démantèlement d'un campement de Roms? Et plus largement, quelle politique entendez-vous mener à l'égard du demi-millier de campements illégaux recensés en France? Deuxième question. Vous avez désormais ouvert la possibilité à ces populations d'obtenir un emploi. Mais n'est-ce pas une politique inconséquente et incohérente alors qu'au même moment, 3 millions de personnes sont en recherche d'emploi et que, parallèlement, il nous manque des centaines de milliers de logements pour loger déjà ceux qui habitent régulièrement sur notre territoire? N'est-ce pas aggraver la situation des uns et des autres? Enfin, l'arrivée de ces Roms coïncide avec une importante augmentation de la délinquance juvénile qui porte gravement atteinte à la tranquillité publique et à la sécurité à laquelle aspirent tous nos concitoyens. L'explosion du nombre d'infractions cet été dans ma région risque d'entraîner, Monsieur le ministre, un sentiment d'exclusion à l'égard des populations d'origine immigrée et bien au-delà des Roms, d'autant plus, Monsieur le ministre, que la justice des mineurs est inopérante en ce sens. En conséquence, ma troisième question est de savoir quelles mesures concrètes, Monsieur le Président Assouline, tout à l'heure, l'un d'entre vous a dépassé de 30 secondes. Vous n'avez pas fait la remarque. Il y a un président. Il n'y a pas deux poids et deux mesures. Mon cher collègue, terminez, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. En conséquence, ma troisième question est de savoir quelles mesures concrètes compte prendre le gouvernement pour juguler, Monsieur le ministre, efficacement cette délinquance juvénile destructrice de la paix sociale. Merci. Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Louis Nègre, nous revenons avec Bernard Cazeneuve de Roumanie à l'instant, et je veux vous dire d'abord que la rencontre avec les autorités roumaines a été positive et constructive. Au fond, un nouveau climat a été créé. Je veux saluer, parce que c'est à ce niveau-là que les problèmes se règlent, l'engagement des autorités roumaines qui nous assurent que leur pays ne se dérobera pas de leurs responsabilités. Et il s'agit donc de mettre en action, là aussi, des projets concrets. Hier, nous avons signé un accord cadre à travers l'OFI et le financement d'un certain nombre de projets qui permettra d'aider à la réinsertion en Roumanie des familles rapatriées. L'État français assume aussi ses responsabilités. Et la ligne du gouvernement, sous l'autorité de Jean-Marc Ayrault, est claire. D'abord, action au niveau européen. Et ce sujet est inscrit au prochain Conseil Affaires Générales. Et ensuite, nous avons un dialogue constructif avec la Commission. Fermeté. Les évacuations de campements illicites se poursuivront, que ce soit en appréciation des décisions de justice ou pour mettre fin à des situations de danger ou de risque sanitaire. La France ne peut accepter l'existence de bidonvilles et maintenir ces populations dans des conditions de vie indignes et souvent à la merci des réseaux mafieux ne constitue en aucun cas une solution. Troisièmement, respect de la dignité des personnes. La concertation avec les acteurs locaux et la mise en place de dispositifs d'accompagnement doivent être recherchés. Je vous renvoie à la circulaire ministérielle du 26 août dernier signée par 7 ministres qui permet d'envisager les actions de réinsertion par le logement, par l'école et par l'emploi. Et la France respecte le cadre européen. Et monsieur le sénateur, quand vous nous dites que nous ouvrons l'emploi, c'est ce que la France de toute façon aurait été amenée à faire. Et vous ne pouvez pas opposer la parole et l'engagement de la France dans l'Europe, comme vous l'avez fait tout à l'heure avec le Premier ministre Raffarin, et aujourd'hui mettre en cause cette Europe. Il y a là quelque chose qui me paraît très contradictoire dans votre propos. Enfin, nous allons travailler sur la question de l'aide au retour. Au moment où nous revenons de Roumanie, je veux vous dire qu'à la demande du Premier ministre, nous allons étudier cette aide au retour financière qui, incontestablement, pose un certain nombre d'effets pervers, mais nous le ferons tranquillement. Car je veux vous rappeler aussi, monsieur le sénateur, que sur bien des sujets, et celui-ci n'y échappe pas, nous avons trouvé une solution qui n'a été en aucun cas réglée, malgré le funeste discours de Grenoble de 2010 et malgré toute une série de proclamations, et nous l'avons vu en Roumanie, qui n'ont jamais trouvé d'effet. Enfin, monsieur le sénateur, oui, il faut lutter contre la délinquance, contre ces réseaux mafieux et familiaux, et nous avons renouvelé la coopération avec le gouvernement roumain, hier encore avec le préfet de police de Paris, mais aussi en étendant cette coopération à d'autres villes, avec la police roumaine et avec des équipes communes de policiers et d'enquêteurs, parce que là c'est essentiel que nous luttions contre l'exploitation de la misère humaine des jeunes. Nous ne pourrons pas admettre cette exploitation des mineurs ou des femmes dans notre pays, et vous pouvez compter sur notre fermeté. Là aussi, la ligne du gouvernement est claire. Pas de stigmatisation, pas d'utilisation de ce sujet à des fins populistes, mais des réponses concrètes, fermes, qui font honneur aux valeurs de la France. Merci. Madame Michèle Meunier pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Droits des Femmes, porte-parole du gouvernement. Il y a 10 ans, dans la nuit du 13 au 14 septembre 2002, François Chenu mourait assassiné au seul motif qu'il était homosexuel. 10 ans après ce crime odieux, le Premier ministre vous confie, Madame la ministre, une mission de lutte contre l'homophobie. Nous ne pouvons que nous en féliciter tant cette question est importante. S'il nous faut avancer concrètement vers l'égalité de toutes et tous dans notre pays, et le droit au mariage et à l'adoption est un premier pas, notre détermination doit aussi contribuer à favoriser le droit à la différence partout où des personnes sont condamnées pour aimer quelqu'un de leur sexe. Faut-il le rappeler, les personnes homosexuelles ou transsexuelles sont particulièrement exposées aux violences sous toutes leurs formes. L'homophobie, la transphobie, la lesbophobie comptent d'ailleurs parmi les premières causes de suicide chez les jeunes. Il nous faut donc agir. Des textes existent au niveau national et européen. Il manque toutefois une action transversale et coordonnée. Et c'est tout le sens de la mission que le Premier ministre vient de vous confier. En matière de discrimination, ce sont toujours les mêmes mécanismes de domination, de rejet et de mépris de l'autre qui agissent.
et je ne doute pas de votre volonté à agir sur ces sujets qui relèvent de votre ministère. La résolution du Conseil de l'Europe relative à la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre précise que le manque de connaissances et de compréhension du sujet est un défi que doivent relever les États et que, je cite, « l'éradication de l'homophobie et de la transphobie nécessite une volonté politique pour mettre en œuvre une approche cohérente en matière des droits de l'homme et de se lancer dans un vaste éventail d'initiatives. » C'est pourquoi je vous demande, Madame la Ministre, de bien vouloir nous indiquer comment vous comptez agir pour lutter efficacement contre ces discriminations liées à l'orientation sexuelle et au genre. Je vous remercie. Merci. Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Meunier, d'abord, merci à vous d'avoir rappelé la mémoire de François Chenu, sauvagement assassiné il y a 10 ans à Reims. Je crois que ce crime odieux marque encore nos esprits et j'ai une pensée aujourd'hui pour sa famille. Oui, vous l'avez dit, au-delà des belles avancées que nous nous apprêtons à adopter et qui vous seront présentées ici même par mes collègues Taubira et Bertinotti en faveur de l'égalité, quelle que soit l'orientation sexuelle, le gouvernement est totalement déterminé à aller plus loin et à agir pour lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination qui s'exercent sur les individus à raison de leur orientation. Vous savez, quand on pense qu'aujourd'hui, un homosexuel sur 4 a subi ces 10 dernières années des violences physiques pour ce motif, on comprend que notre société reste chargée d'une violence sourde, façonnée par des stéréotypes en tout genre. Eh bien, c'est contre ces stéréotypes, contre ces discriminations, contre ces violences que nous sommes aujourd'hui déterminés à lutter totalement pour que dans tous les mondes, dans tous les domaines de l'éducation, du sport, du travail, de la santé, nous fassions, comme l'a dit l'une d'entre vous sur un autre banc, reculer les archaïsmes, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Le Premier ministre m'a confié la mission d'animer le travail du gouvernement sur ces questions. Comptez sur moi pour mobiliser l'ensemble des administrations compétentes, en lien avec mes collègues, bien entendu, mais il s'agira de mettre en action la détermination du gouvernement. D'ores et déjà, je peux vous dire que nous sommes en train de relancer les travaux aux Nations Unies pour que nous fassions repartir cette dynamique en faveur de la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Nous travaillerons pour que, en France, les victimes de ces violences n'hésitent plus à déposer plainte, pour qu'elles soient accompagnées, pour qu'elles soient mieux protégées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Nous savons que la première cible de ces victimes, ce sont les plus jeunes, dans leur propre famille, à l'école, dans leur quartier. Il faudra à cet égard mobiliser des moyens à la fois pour travailler sur le terrain, pour faire acte de pédagogie, mais aussi de fermeté. C'est à tout cela que nous nous engageons aujourd'hui. Sachez qu'une très large concertation a été entamée pour rédiger ce plan d'action très global d'ici la fin du mois d'octobre. Les associations, le monde de l'éducation, les élus locaux y sont associés, les parlementaires le seront également. Je sais particulièrement que dans cette Assemblée et sur tous les bancs, des propositions ambitieuses ont été faites sur ces sujets. Je compte sur vous pour nous accompagner dans cette belle tâche. Merci. Et Madame Elisabeth Lamure pour le groupe Union pour Mouvement Populaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Sapin, ministre du Travail, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Monsieur le ministre, décidément, les volte-face de vos annonces sont à la mesure du jugement très sévère que les Français vous adressent ces derniers jours concernant votre gouvernance. Si le contexte économique et social n'était pas aussi inquiétant pour notre pays, voire catastrophique pour nombre de Françaises et de Français, nous portant plus à la tristesse qu'au sourire, je reprendrai volontiers ces mots d'un homme d'esprit, Pierre Dac. Ce n'est pas en tournant le dos aux choses qu'on leur fait face. Une impression ressentie bien souvent au cours de ces derniers mois. Mais lorsque nous avons entendu le Président de la République dimanche dernier à la télévision évoquer les accords compétitivité-emploi, puis le Premier ministre mardi en renfort reprenant le thème, nous nous sommes dit qu'il réouvrait le chantier de la flexisécurité lancé par Nicolas Sarkozy au début de l'année. Pour une fois, Président et Premier ministre nous semblent faire face.
Le temps n'est pas si loin où l'idée même de mettre de la flexibilité semblait totalement hors débat, voire à bannir définitivement. La protection du droit du travail allait quasiment disparaître pour les salariés, disait-on au Parti socialiste. Alors quel crédit accorder à de tels revirements où le jour d'après contredit le jour d'avant? Souvenons-nous de quelle manière le gouvernement socialiste a aggravé la situation en alourdissant le coût du travail dans le cadre de la loi de finances votée en juillet, taxant les heures supplémentaires avec une vraie perte de pouvoir d'achat pour les salariés, taxant l'épargne salariale et en augmentant les cotisations. Monsieur le ministre, en ce début de rentrée, vous semblez précipiter le mouvement auprès des partenaires sociaux, dont on sait qu'une partie d'entre eux n'est pas sur la ligne d'une franche acceptation des termes de la sécurisation de l'emploi tels qu'ils se posent. Alors pouvez-vous nous dire quels sont précisément vos objectifs et le temps que vous souhaitez accorder aux négociations avec les partenaires sociaux? Je vous remercie. Monsieur Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Madame le sénateur, regardons justement les choses en face, sans leur tourner le dos. Les choses en face, c'est la situation de l'emploi, celle que vous nous avez laissée, celle que le gouvernement que vous souteniez, le Président de la République, nous ont laissée. Plus de 3 millions de chômeurs. Parmi ces 3 millions de chômeurs, un nombre de chômeurs de longue durée comme jamais la France n'en a connu. Dans ces 3 millions de chômeurs, 500 000 jeunes qui sont sans formation et sans emploi. Jamais la France n'avait connu autant de jeunes ainsi marginalisés, loin de l'emploi, loin de la formation. C'est le résultat d'un échec, mais c'est aussi une réalité. Nous jugeons l'échec, le vôtre, mais nous prenons la réalité parce que notre responsabilité, c'est aussi de donner des réponses à cette réalité pour faire bouger les choses. Alors comment, Madame le sénateur, souhaitons-nous nous attaquer, mener cette bataille du chômage? Premièrement, l'immédiat de l'immédiat. Vous aviez utilisé les 2/3 des emplois aidés au cours des 3 premiers mois de l'année. Devinez pourquoi? Nous avons dû rétablir pour la deuxième partie de l'année 80 000 emplois aidés de manière à faire face à l'urgence des urgences. Deuxième chose, cette nuit, à 3h30 du matin, ce matin, à l'Assemblée nationale, vous allez avoir bientôt à en débattre, le Parlement a adopté, l'Assemblée nationale a adopté un texte, les emplois d'avenir, qui permettra justement de donner à 150 000 des 500 000 jeunes dont je vous parlais, de nouveau une perspective. C'est une réponse concrète. Troisièmement, le contrat de génération que nous avons voulu à la fois décidé par le gouvernement, dessiné par le gouvernement, mais aussi négocié par les partenaires sociaux. Ils s'en emparent, ils vont donner des réponses très rapidement sur ce sujet. Et dernier étage, très important, faire bouger la réglementation, mais la faire bouger de manière équilibrée, monsieur le sénateur, pas à votre manière. Flexibilité, flexibilité, comme si la seule question qui était posée en droit social et dans le fonctionnement des entreprises, c'était de savoir comment on allait faire plier les chines des travailleurs et des salariés. Ça n'est pas la question. La question, c'est de faire en sorte qu'il y ait à la fois plus de sécurité pour les salariés et plus de capacité d'adaptation pour les entreprises. Et c'est ce dont tous les partenaires sociaux, du côté patronal comme du côté syndical, se sont emparés. Ils engagent demain matin, cette négociation. Ils sont tous d'accord pour aller vite, parce qu'il y a une urgence économique, une urgence sociale à laquelle il faut donner des réponses équilibrées. Dans 2 mois, j'en suis persuadé, un accord qui pourrait être de portée historique, qui sera équilibré, permettra à notre économie et à notre société de s'en sortir mieux que de l'état dans lequel vous l'avez laissé. Merci Madame Dominique Gillot pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation populaire et de la vie associative. Les Jeux paralympiques ont été clôturés dimanche dernier. Cette édition 2012 est une belle réussite. Les organisateurs britanniques, animés d'une culture inclusive qui doit faire exemple, ont su mettre en valeur des athlètes aux qualités sportives exceptionnelles. De l'autre côté de la Manche, les places des stades ont été prises d'assaut. L'intégralité des compétitions a été retransmise sur une chaîne de télévision grand public, alors que chez nous, il fallait attendre une heure très tardive pour avoir le résumé de la journée.
Alors, je me réjouis que notre gouvernement y ait manifesté une considération particulière, et notamment le président de la République, François Hollande, qui est allé à Londres avec vous, madame, pour soutenir les athlètes handisport. C'est la première fois qu'un président de la République française se rend à des Jeux paralympiques. La moisson de médailles de la France a été moins bonne qu'en 2008. Cependant, les sportifs français ont réalisé des performances dont nous pouvons être fiers. Leurs exploits sont d'autant plus remarquables que la plupart de ces athlètes ne disposent pas des mêmes moyens que les valides pour financer leurs projets personnels, leurs déplacements et tout ce qui est nécessaire à leur préparation. Peu d'entre eux peuvent atteindre le professionnalisme indispensable à l'obtention des titres tant convoités. Ainsi, le retard de la France a été douloureusement mis au jour par le contraste entre la situation des athlètes français et celle des Britanniques. Les réponses de votre prédécesseur à mes questions sur la politique de son gouvernement relative au soutien des athlètes handisport avaient montré, par leur désinvolture et leur imprécision, une mésestime du mental, des aptitudes et des besoins de ces sportifs de haut niveau, tout autant que le manque d'efforts concertés pour les accompagner dans leur parcours. Pourtant, la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées nous engage à changer le regard de la société, mais aussi à garantir à nos concitoyens handicapés l'accès à toutes les activités. Pour les personnes handicapées, le sport est bien l'opportunité d'affirmer leur place avec leur singularité. Il reste visiblement et scandaleusement encore beaucoup à faire pour réduire les inégalités d'accès aux pratiques sportives dans notre pays. Le handicap est une préoccupation forte de l'action gouvernementale, comme l'affirme la circulaire du Premier ministre du 4 septembre dernier, imposant sa prise en compte dans tous les projets de loi. Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous nous faire un état de la situation des athlètes handicapés que vous avez trouvés à votre arrivée à votre ministère? Quel bilan faites-vous de la dernière édition des Jeux paralympiques et comment comptez-vous soutenir et encourager la pratique sportive des personnes handicapées, amateurs et de haut niveau, dans la mixité sociale que nous espérons de nos vœux? Merci. Madame Valérie Fournéran, ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la vie associative. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Dominique Gillot, merci de me permettre de mettre en valeur ces Jeux paralympiques de Londres qui ont sans conteste été un tournant dans la place du sport pour les personnes en situation de handicap. Cette 14e édition des Jeux paralympiques qui a permis de voir le retour de la Fédération française et de l'ensemble du sport adapté dans un pays qui a vu naître la place du sport pour les personnes en situation de handicap à l'issue du deuxième conflit mondial. Il y avait à l'occasion de ces Jeux paralympiques 4200 athlètes, 164 nations et pour notre équipe nationale 163 sportives et sportifs qui ont rapporté 45 médailles, dont 8 d'or, dans des compétitions avec des performances toujours plus importantes. Et il y a sur ce registre à nous tous de les féliciter comme nous avons pu le faire avec le Président de la République et avec ma collègue Marie-Arlette Carlotti. Ces Jeux olympiques et ces Jeux paralympiques de Londres vont effectivement marquer un tournant dans l'histoire du place du sport pour les personnes en situation de handicap. D'abord par leur magnifique succès populaire. 2,7 millions de billets vendus. À 10 heures du matin, il n'y avait pas une place dans un stade de 80 000 personnes. Aussi, parce qu'il y a eu à cette occasion une organisation, et c'était la première fois, absolument identique à celle des Jeux olympiques en matière de volontariat, en matière de cérémonie, en matière d'organisation des déplacements et en matière de l'ensemble, je vais dire, des disciplines qui étaient mises en valeur. Il y a eu une médiatisation, vous l'avez appelée exceptionnelle. Et l'exemple des Britanniques a montré combien c'est direct de l'ensemble des performances était un objectif que nous devions pouvoir atteindre. La médiatisation a été sur notre pays en progression. Il reste encore, je veux dire, de grandes marches à franchir. À franchir pour qu'il y ait, comme il y a eu à l'occasion de ces Jeux paralympiques, une véritable intégration dans le droit commun, comme c'est le cas dans la loi de février 2005.
Cette intégration dans le droit commun et non dans des lois spécifiques, notre première mesure a été de financer les primes de l'ensemble de nos médaillés à la même hauteur que les primes des valides et sans oublier que pour la première fois, alors qu'il s'agit d'une tradition républicaine des primes à l'occasion des Jeux, celle-ci n'avait pas été inscrite dans le projet de loi de finances de 2012, ce que votre Assemblée avait noté avec regret, en l'appelant d'ailleurs bombe à retardement. Dans ce cadre, égalité, mais aussi pouvoir améliorer l'accès au sport pour toutes les personnes en situation de handicap, avec une première mission qui a été confiée à l'inspection générale avec mon collègue Vincent Peillon et Marie-Arlette Carlotti, pour avoir un diagnostic précis de la place du sport de l'école à l'université. Deuxième élément indispensable, qu'il y ait dans l'enveloppe du CNDS une enveloppe qui soit consacrée à un souci majeur pour les personnes en situation de handicap, qui est le matériel. Le matériel coûte cher pour faire du sport et donc il faut qu'il y ait une spécificité et une prise en compte. Troisième élément, nous sommes en train de finaliser une charte avec le comité paralympique et sportif français, avec le ministère et avec le comité olympique, pour qu'il y ait de plus en plus de passerelles et au-delà de passerelles, d'échanges avec les fédérations valides. Et j'invite celles et ceux qui le peuvent à aller voir le championnat du monde d'escalade en ce moment à Paris, où il y a en même temps la compétition pour les valides et pour les personnes en situation de handicap. Ces échanges sont nécessaires. Enfin, il y a la pérennisation des emplois qualifiés qui sont, je veux dire, pour accompagner ces fédérations du sport adapté et du sport olympique. Il y a à cette occasion la nécessité de pérenniser ces emplois qualifiés. Je termine en disant que le président de la République recevra lundi l'ensemble de nos sportifs médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques de Londres. Merci, nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. Mes chers collègues, je vais vous donner lecture de l'ordre du jour du lundi 24 septembre 2012 à 14h30 et le soir. Projet de loi portant création des emplois d'avenir. La séance est levée. Voilà, vous avez donc pu suivre en direct sur notre antenne la séance des questions d'actualité au gouvernement. On se retrouve tout de suite au même endroit avec nos invités, les ministres, les parlementaires concernés. À tout de suite.